Due cose per chi non lo conoscesse, per i pochi che non lo conoscono: è membro dell'École de la Cause Freudienne, docente della sezione clinica di Parigi, ex presidente dell'Associazione Mondiale di Psicoanalisi, autore di numerose opere. Io mi limito a ricordarne due che mi sembrano molto attinenti al tema di questo congresso: Lost in Cognition, Psicoanalisi e Scienze Cognitive del 2006, e il suo libro di 2 anni fa, Il rovescio della biopolitica, una scrittura del godimento. Lascio a lui la parola. Grazie Domenico. Comment l'appareil vivant prend-il la mesure du monde? Une illusion s'est imposée. Ce serait par le système de la perception corrélé à un sujet supposé unifié de la connaissance, doué de conscience de soi. L'inconscient serait alors conçu comme l'envers de cet appareil. Ce serait un système de traces corrélé à un sujet unifié de méconnaissance, non doué de connaissance de soi. Les ressources du cerveau semblent inépuisables aux yeux des tenants de l'unité de la psyché pour pouvoir loger le sujet unifié de la conscience et son envers inconscient. Ils partent ensuite régulièrement à la recherche du point où s'opère la conjonction des différents modules de traitement dans le cerveau des informations provenant du monde, qu'ils soient ou non conscients. À l'envers de cette conception, l'inconscient freudien, lu par Lacan, est un système d'écriture non biologique. Il se passe du sujet de la connaissance, il se passe de l'unité du percipiens. Les différents circuits pulsionnels sont corrélés à des objets qui les causent et localisent une jouissance équivoque. Chaque circuit définit un perceptum de jouissance qui divise le sujet selon des modalités particulières. La trace de la jouissance est de l'ordre de l'extase, de l'absence, d'une modalité du trouble. Ce sera autour de ces troubles que les tours et détours du langage cerneront le trauma de la jouissance selon l'accroche à une écriture. Ce sera sur le corps que s'écriront les marques de la langue, avec des conséquences sur le traitement de la jouissance que la biologie lacanienne, selon l'expression de Jacques Hennard, explore. Alors, nous verrons d'abord les particularités de l'appareil psychique selon Freud. Dans un second temps, nous utiliserons comme professeurs par la négative certains de ceux qui peuvent localiser dans le cerveau l'appareil psychique et son accroche au langage. Et enfin, nous verrons de quel mode d'écriture relève la jouissance et comment l'inscription sur le corps de ces modalités permet de se passer d'une fiction unificatrice d'un supposé sujet de la jouissance. Donc, d'abord, le lieu de l'appareil psychique. Le lieu. C'est d'emblée le problème que s'est posé Freud dans l'interprétation du rêve. Il faut un lieu pour l'inconscient. Et Freud ne l'établit pas à partir des recherches neurologiques qu'il venait pourtant de mener sur les paralysies infantiles et les aphasies. Il déduit a priori le lieu qui conviendrait à l'inconscient qu'il suppose, celui
qui se déduit de l'existence de pensée du rêve. Il s'autorise Fechner pour développer la nature de l'autre scène comme un appareil particulier. Cet appareil doit rendre compte du fonctionnement de l'inconscient en tant qu'il n'est pas machine à produire des images, mais machine à produire un certain type d'écriture figurée. Le rêve étant fondamentalement à lire. Freud le dit, je cite, la comparaison du rêve avec un système d'écriture apparaîtra encore plus appropriée que celle avec une langue. Et il cite les hiéroglyphes égyptiens ou dans l'écriture chinoise, et en disant qu'il y a, comme dans ces écritures anciennes, des significations multiples, c'est seulement le contexte qui, chaque fois, rend possible la traduction exacte. La localisation de cet appareil doit pouvoir permettre le fonctionnement complexe, mêlant la dimension de spatialisation de l'écriture et la concaténation de la langue parlée. Freud fera de l'appareil psychique non localisé anatomiquement, mais étendu en un certain espace, le fondement de sa topique. À la fin de son œuvre, pour séparer les ambiguïtés entre l'appareil psychique et l'appareil de perception, il en viendra à dire l'espace que nous percevons, en fait, vient de l'appareil psychique. Je le cite dans une de ses notations de la fin de sa vie. Il se peut que la spatialité soit la projection de l'extension de l'appareil psychique. Au lieu des conditions a priori de l'appareil psychique selon Kant, la psyché est étendue, elle n'en sait rien. Fin de citation. Lacan ira plus loin. Il ne supposera aucun appareil psychique, mais il développera une topologie du sujet dans son rapport à la jouissance. Il en viendra à faire de l'embrouille topologique du nœud des trois consistances du réel, du symbolique, de l'imaginaire, non seulement le fondement de l'espace, comme l'avait fait Freud avec son propre appareil, mais Lacan y ajoute aussi le temps. Je le cite. Entre votre symbolique, votre imaginaire et votre réel, vous ne sentez pas que votre temps se passe à être tiraillé? Ça suggère que l'espace implique le temps et que le temps n'est peut-être rien d'autre qu'une succession des instants de tiraillement. Fin de citation. Tiraillement, le mot vient bien sûr de Descartes, comme le remarquable exposé de Arnaud Bosch nous a fait entendre les tiraillements de la glande pinéale. L'inconscient et le cerveau, à ce niveau de fondation, n'ont vraiment rien de commun. Lacan achève le projet freudien, l'espace et le temps que suppose le sujet de l'inconscient ne sont plus a priori, ils ont un fondement dans la topologie propre à l'inscription de l'inconscient, ne supposant aucune unité, mais des tiraillements. Deuxième point. Il y a des auteurs pour qui l'inconscient et le cerveau ont tout en commun. Ils forment une tendance de la recherche en neurosciences. Ce seront nos professeurs par la négative. Un auteur, parmi les plus reconnus dans cette orientation, retiendra notre attention. Lionel Nakache,
normalien, professeur de médecine, qui depuis plus de 20 ans expose brillamment ses thèses sur le nouvel inconscient. Les titres de ses ouvrages sont très parlants, je retiendrai deux. Le nouvel inconscient, Freud, Christophe Colomb des neurosciences, en 2006, et le dernier, Parlez-vous cerveau, avec son épouse Karine Nakache en 2018. Sa stratégie consiste à partir de l'évidence des processus inconscients, dont il crédite Freud comme pionnier. Selon lui, c'est ce qui a permis ensuite le développement de sciences cognitives, faisant appel à de nouveaux paradigmes scientifiques, en introduisant la théorie de l'information pour décrire les opérations mentales, ainsi que de nouvelles technologies, au premier rang desquelles l'imagerie cérébrale fonctionnelle. C'est ainsi qu'ont été objectivés, je le cite, la multiplicité des processus mentaux inconscients qui coexistent et se distinguent les uns des autres, tant par leur corrélat cérébral que par leur complexité représentionnelle. Ces différentes formes de processus mentaux inconscients ne semblent rien partager d'autre que le critère négatif que nous utilisons pour les regrouper ensemble. Ils sont inconscients, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rapportables par le sujet qui les éveille. Une des raisons fondamentales est le facteur temps, car ces processus durent quelques centaines de millièmes de seconde. Dans cet espace de temps, on ne perçoit rien. Une fois posé le recouvrement du cerveau et de l'inconscient, très vite, l'auteur fait valoir la discordance de l'inconscient selon les neurosciences et selon Freud. Deux mécanismes freudiens n'ont d'emblée aucun corrélat possible dans les neurosciences, le refoulement et le lien de l'attention avec le langage et le sens. Et puis bien vite, au-delà des discordances, viennent des incompatibilités radicales. Je cite Nakache. De quel chapeau Freud sort-il ce rapport exclusif du système inconscient à la prime enfance du sujet? Pourquoi la dimension sexuelle des représentations mentales constitue-t-elle soudain un attribut primordial? Aux hypothèses freudiennes pour lui non vérifiables, il oppose l'observation des sujets cérébraux lésés et les expériences de laboratoire corrélées aux résultats d'imagerie cérébrale. On constate que la perception d'un mot n'a aucun privilège par rapport aux autres perceptions visuelles, par exemple. Pour devenir conscient, il faut un certain temps, c'est tout. Il en conclut, je cite, il n'existe pas de statut spécifique aux représentations de mots. Bien entendu, nous ne remettons pas en question le rôle majeur du langage, notamment du langage intérieur, dans la verbalisation de nos contenus conscients. Toutefois, il existe aujourd'hui suffisamment d'évidence clinique et expérimentale pour affirmer qu'un contenu mental conscient n'est pas nécessairement verbal. Il en conclut donc très logiquement, l'inconscient freudien est largement incompatible avec l'inconscient cognitif. Plus précisément, il note très bien que pour l'inconscient freudien, ça n'est pas la non-perception qui est cruciale, mais le fait que des pensées formées comme celles de la conscience ne sont pourtant pas assignables à un sujet. Je le cite, dans sa description de l'inconscient, Freud n'hésite pas à attribuer à l'inconscient un jeu d'attributs qui nous semble être le propre de la conscience. Mode de pensée stratégique, donc des intentions, durée de vie des représentations mentales inconscientes libérées de l'évanescence temporelle, caractère intentionnel et spontané, etc. C'est un mode de pensée qui considère que la réalité profonde de la vie psychique procède nécessairement de la construction d'une signification pour le sujet. Voilà qui n'est pas commun. Fin de citation. C'est en effet, il a bien repéré, la particularité de l'inconscient freudien qui ne ressemble à aucune autre des multiples inconscients qui ont fleuri depuis le XIXe siècle
à des fins explicatives multiples. C'est bien pour cette raison que Lacan a voulu, tout au long de son enseignement, proposer d'autres signifiants, d'autres mots pour désigner la chose freudienne, jusqu'à parler du par-être. Bien, avant le développement des neurosciences contemporaines, Lacan s'est confronté à un projet neurologique voulant faire se recouvrir cerveau et inconscient. C'était celui de Henriet. Pour distinguer les deux champs, Lacan a examiné les leçons à tirer du plus célèbre patient cérébro-lésé jusqu'aux années 50, dans toute la clinique européenne, le patient Schneider, blessé en 1914, qui a été traité par les deux célèbres neurologues, Gell et Goldstein. Donc ce patient, et Lacan va examiner les leçons qu'il faut en tirer pour l'opposer aux leçons que l'on peut tirer de la folie, comme telle, qui elle est du côté de l'inconscient. Donc il dit, le malade célèbre de Gell et Goldstein présentait autour d'une cécité psychique, il avait pris une balle dans le crâne à l'arrière, il présentait donc une cécité psychique des troubles électifs de tout le symbolisme catégorial, tel qu'une abolition du comportement du montré, en contraste avec la conservation du saisir. Il avait des troubles agnosiques très élevés qu'on doit concevoir comme asymboliques de tout champ perceptif. Déficit de l'appréhension significative en tant que telle, manifesté par l'impossibilité de comprendre l'analogie dans un mouvement direct de l'intelligence. Il avait aussi une singulière cécité à l'intuition du nombre comme tel, ce qui ne l'empêchait pas pour autant d'opérer mécaniquement sur des nombres les uns après les autres. Il était privé de tout raisonnement abstrait et a fortiori spéculatif. Donc Lacan constate la réaction de la personnalité globale de son patient à son trouble neurologique et il interroge quelle différence y a-t-il entre la réaction globale de la personnalité du malade cérébro-lésé avec ce qui relève du domaine de la folie. Il souligne qu'il ne suffit pas de dire que pour le malade, le trouble est isolé. Non, toute sa personnalité est prise là, en réaction à ce trouble. Et Lacan souligne aussi qu'il s'accroche à des inventions langagières aussi néologiques que celles qui figurent dans la psychose. Lacan conclut sur ce qu'apporte à la condition humaine l'examen de cette agnosie visuelle pour la séparer de la connaissance de l'inconscient par la psychose. Le cas, dit-il, de Gell et Goldstein révèle, non seulement pour le neurologiste, mais pour le philosophe, et sans doute au philosophe plus qu'au neurologiste, une structure constitutive de la connaissance humaine, à savoir ce support que le symbolisme de la pensée trouve dans la perception visuelle et que j'appellerai avec Husserl un rapport de fondation. Le philosophe dont parle Lacan est très précis. Il s'agit de Merleau-Ponty, qui a consacré à ce cas dans sa phénoménologie de la perception, en 1945, plus de 50 pages, très serrées. Il situe l'agnosie de Schneider au-delà de la perte de la perception, de la perte de la gestalt d'ensemble, comme une perte de l'intentionnalité motrice liée au rapport avec le visible. Donc, dès ses propos sur les causalités psychiques, Lacan prend sa distance avec le projet philosophique de Merleau-Ponty, mais il lui faudra près de 20 ans pour donner à la fondation de l'être du regard
l'objet-regard, avec sa dimension de perceptum hors corps. C'est une rupture avec la phénoménologie pour qui le sujet de la perception continue à être fondamentalement unitaire, un être au monde à travers un corps. Pour Lacan, l'altération neurologique du patient Schneider nous apprend quelque chose, bien sûr, et même fondamental, mais elle doit être sérieusement distinguée du trouble concernant le sujet de l'inconscient que vise la psychologie. Plus proche de nous que Merleau-Ponty, le neurologue allumé Oliver Sacks a su faire du patient neurologique une authentique individualité, un être singulier par rapport aux normes communes, distinct pour autant de la position de la folie, et donnant place à la nouvelle discipline de la neurologie d'identité, sans pour autant la rapprocher de ce qui peut se déduire du sujet freudien. Venons-en à la troisième partie, le cerveau et le réseau du langage. Il y a antinomie entre l'inscription des traces dans le cerveau par le modèle du déclenchement simultané des synapses, le fire together, et le modèle de l'écriture. Les assemblées neuronales formées au fire together s'inscrivent comme une cartographie par les connexions excitatoires, le wiring, entre les membres de cette assemblée. Dans cet écart entre cartographie et trace, différents courants s'affrontent pour penser les rapports du cerveau et du langage. Certains le font par imbrication successive des cartographies, par superposition de réseaux, à partir d'instruments de perception des mondes extérieurs et intérieurs que dessinent les assemblées neuronales. D'autres éminents biologistes, comme Gérard Edelman, prix Nobel de médecine en 1972, pour ses recherches sur les anticorps, qui est passé ensuite des anticorps à la recherche sur l'identité des corps, et donc à la biologie de la conscience, note, lui, qu'il n'y a pas de continuité possible entre la perception et la nomination, car les équivoques de la nomination dans le langage rendent tout apprentissage par adéquation impossible. Il le dit, je le cite, « La métaphore et la métonymie sont des modes de pensée majeurs, toutes deux sont incompatibles avec la conception objectiviste. » Et pour lui, il y a une discontinuité, on ne peut pas penser par superposition cartographique le passage au langage. D'autres, comme Antonio Damasio, ne renoncent pas à penser le langage comme résultat d'intégration successive dans le moi, de représentation neurale. Le moi serait un état neurobiologique perpétuellement recréé. Des représentations neurales topographiquement organisées en commande d'autres de niveau supérieur, le processus aboutissant à des représentations finales que sont les mots. Je le cite, « On oublie souvent que les mots, comme les symboles arbitraires, reposent sur des représentations topographiquement organisées et peuvent devenir des images. Ces mots qui reposent sur des cartographies, cela nous fait penser à la métaphore proposée par Lacan dans sa conférence de 1967 et qui a été plusieurs fois citée ce matin. Le langage repose comme une araignée sur le cerveau. L'araignée sur le cerveau. Attention, il ne s'agit pas de l'expression argotique introduite au XIXe siècle, avoir une araignée au plafond. Il s'agit d'une métaphore qui traverse la culture occidentale depuis l'Antiquité. Pour Héraclite, l'araignée représente l'âme
et la toile le corps. Erasme, dans ses prodigieux adages, fait comme toujours le point et rappelle les deux versions qui opposent Plutarque et Aristote. Plutarque fait de l'araignée la métaphore de l'invention poétique. Le poète comme une araignée qui tisse sa toile à partir de son corps et un homme tirant de lui-même la matière de ses mensonges. Aristote, par contre, dans la nature des animaux, au livre 9, ajoutons que les araignées produisent leur fil dès qu'elles sont nées, en les sortant non pas de l'intérieur de leur corps, comme des excréments, ainsi que le pensait Démocrite, mais de la surface de celle-ci, comme une écorce, ou à la façon du porc-épic, qui fait jaillir ses pigments les pigments de la peau. Lucrèce, le siècle après, utilise la finesse de la toile d'araignée pour donner une idée de la subtilité des simulacres invisibles présents dans l'air qui nous entoure. Je le cite, « De subtils simulacres de toutes espèces errent en foule et partout, se heurtent dans les airs et aisément se soudent comme des toiles d'araignée. » Cet exemplum d'araignée de l'invention n'est pas seulement réservé aux poètes. Elle permettra à l'époque moderne de dénoncer la position philosophique qui fait de l'individu et de ses sensations le fondement de notre relation au monde. Nietzsche le dit ainsi, « Les habitudes de nos sens nous ont fait tomber dans les raides trompeurs de la sensation. Nous sommes dans notre toile comme des araignées, et quoi que nous y prenions, nous ne pouvons prendre que ce qui veut bien se laisser prendre dans notre toile. » Lacan, lecteur de Nietzsche, s'est d'abord servi de l'araignée pour dénoncer la position idéaliste en psychanalyse. Un rêve idéaliste, chaque sujet est comme une araignée qui doit tirer d'elle-même tout le fil de la toile. Face à quoi il affirme le primat de l'autre dans la question du désir, face à toute conception solipsiste qui rétablirait au niveau du désir, je le cite, le mythe qui s'est développé au niveau de la connaissance pour faire du monde une sorte de vaste toile tout entière tirée du ventre de l'araignée sujet. Dans son séminaire sur la psychose, il note que pour Schreber, les mots du professeur Flechsig le pénètrent comme des toiles d'araignée. Mais c'est surtout dans le séminaire 20, en 1973, qu'il va développer la métaphore réticulaire avancée dans la conférence de 1967, en précisant que cette toile, c'est bien de l'écrit qu'il s'agit. Je le cite. La formalisation de la logique mathématique, si bien faite à ne se supporter que de l'écrit, ne peut-elle nous servir dans le procès analytique? S'il m'était permis d'en donner une image, je la prendrais aisément de ce qui, dans la nature, paraît le plus se rapprocher de cette réduction aux dimensions de la surface qu'exige l'écrit et dont déjà s'émerveillait Spinoza. Ce travail de texte qui sort du ventre de l'araignée, sa toile. L'examen de l'écriture et de sa combinatoire donne pour Lacan un fondement signifiant qui vient s'engouler autour de cette inscription première d'un réel distinct du symbolique. C'est ainsi qu'il répudie toute doublure entre le cerveau et la structure logique de l'inconscient, comme l'avait par contre fait Claude. Donc, concluons, les écritures et le corps. Si le travail du texte de l'araignée sort d'un point opaque de son corps, le travail du texte qui se produit dans le rêve s'inscrit sur divers points du corps autour des orifices pulsionnels, lieu du traumatisme de la jouissance. Il me reste 1 minute. Ce recours permet à Lacan de se passer de toute unité du sujet de la perception pour écrire sur le corps les traces de la jouissance. La trace est pensée comme un trou autour duquel viendront s'enrouler les tours du dit.
Les sous-ensembles de la jouissance renvoient bien à l'hétérogène du fantasme et à ses montages divers. Comme le recours à la métaphore de la sépulture dans Radiophonie, on peut mettre en regard l'un du corps avec la multiplicité des objets qui articulent le corps et les hors-corps. Les éléments qui restent hors corps, les instruments de la jouissance, sont d'une profusion qui s'acharne à vouloir figurer l'innombrable. Mais aucun besoin de l'unité du sujet de la perception et de sa supposée incarnation dans le cerveau pour écrire les traumatismes de la jouissance. Dans l'expérience analytique, nous pouvons suivre le travail du texte qui réduit le foisonnement du sens à l'inscription d'une lettre et l'accroche du signifiant qui se produit. Je prenais comme exemple le dernier récital de le titre du livre pour le montrer. Vous pourrez le lire ensuite. Le chiffrage relève de l'écriture au sens le plus fondamental, de l'écriture topologique, qui devient l'excellence de la lettre mathématique pour Lacan. Les différentes pelures de mots qui entourent le noyau du sujet se défont jusqu'à mettre au jour un nouvel amour pour l'inconscient, partenaire contingent produit par l'expérience analytique, toile logique posée sur le cerveau qui le domine, mais sans supposer le pilote unifié. Nos glandes pinéales multiples accueillent les rencontres avec symptômes, les affects de tous ceux qui chacun, je cite Lacan, marque la trace de son exil, non comme sujet, mais comme parlant de son exil du rapport sexuel. Merci.